tous. Je pense que, comme elle a dit, la sœur, la boucle est pratiquement bouclée. Hein. On va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, mais c'était pour dire que j'étais d'accord avec ce qu'elle a dit. C'était pas qu'une histoire de quartier, c'est vrai que ça arrive plus souvent dans les quartiers, mais c'est pas aussi qu'une histoire d'Île-de-France, comme l'a dit la sœur, ça peut arriver à Strasbourg. Et là, on parle que des histoires qui ont été entendues, qui ont été médiatisées, mais ce genre de choses, ça arrive plusieurs fois, sauf que je pense que ça va pas aussi loin. Il faudrait pas qu'on en parle aussi que quand ça va aussi loin et qu'on en parle tout le temps. Je pense aussi que ce qui se passe, c'est que la loi, c'est la même pour tous. C'est bien de le dire, c'est mieux quand c'est vrai. Et que les policiers sont dans ces lois-là, et que les médias aussi, malheureusement, diffusent une information qui n'est pas forcément vraie. Et on se rend compte après que il y avait plusieurs vérités. La vérité policière, la vérité médiatique et la vraie vérité. Et malheureusement, elles ne se rejoignent pas tout le temps. Voilà. Du coup, j'aimerais poser une question à une journaliste qui suit la famille, le comité Adama et à la vérité pour Adama. Et voilà, la journaliste du média Politis, c'est ça. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi suivre ce comité? Pourquoi ici? Et pourquoi ailleurs même? Pourquoi ce comité-là? Pourquoi vous suivez ce combat? Bonjour à tous. Pourquoi Politis suit la famille Adama et le comité et lui apporte tout son soutien? C'est parce que Politis est engagé dans la défense des droits, l'égalité des droits, et qu'il s'agit d'une injustice qu'on ne peut pas accepter en France aujourd'hui en 2018, comme vous l'avez tous dit. Et on est là aussi pour, en tant que média indépendant, apporter un nouveau regard justement, contrairement à certains médias qui peuvent montrer qu'une certaine facette de l'histoire. On est là pour parler des quartiers et savoir ce qui s'est passé, parler du combat de la famille Traoré, mais aussi de tous les gens qui ont connu cette situation pour ne plus que ça arrive. Et on vous soutient voilà, à 100%. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Du coup, je vais vous poser une question à vous tous. Pour vous, la vie dans le quartier, les quartiers en France, pour vous, ça fait partie de la France? Est-ce que c'est hors de la France? Est-ce que vous sentez une amélioration dans les quartiers aujourd'hui ou une régression? Donc je m'adresse à tout le monde ici. Qui veut prendre la parole? La jeunesse, ça serait bien. Tu es jeune. Encore. La vie dans les quartiers, elle est très très importante. Je pense que les quartiers, ils apportent beaucoup en termes d'éducation, en termes de sociabilisation également. Les quartiers, je pense que c'est la richesse et c'est la force de cette France. Parce que comme ça a été dit, c'est nos parents qui sont venus ici, c'est nos parents qui ont construit, c'est nos grands-parents qui ont bâti. Et donc nous, on est la suite en fait, on est la continuité de tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans une France où les fonds, les moyens, les termes de médiation, les termes de communication ne sont plus celles qu'il y avait il y a 30 ans. Aujourd'hui, je prends un exemple tout banal. Nous, quand on allait à Nelson Mandela, à notre époque, on était adolescents. Je sais pas, en termes de loisirs, il y avait beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus ouvertes. Aujourd'hui, je pense que nos jeunes d'aujourd'hui manquent de fonds, manquent de moyens, manquent de relationnel. Je pense qu'aussi que la police devrait revoir ses fonctions, et je le dis haut et fort. Aujourd'hui, c'est un peu un jeu de chien et chat qu'il peut y avoir avec nos jeunes, et je pense qu'il devrait avoir qu'il devrait refaire une formation, essayer de re-rentrer en fait dans un système de communication et arrêter de toujours les banaliser, les stigmatiser. Tout le temps la France crie à la déstigmatisation, à je ne sais quoi, tout le temps ils nous mettent dans des cases. Donc à un moment donné, voilà, je pense qu'on est tous là pour dire stop. La banlieue, elle est là, elle sera toujours là. C'est nos grands-parents qui les ont construits, c'est nos parents, c'est tout ça, c'est nos
nos racines. Et voilà, maintenant, juste s'ils veulent un minimum de respect, qu'ils apprennent aussi à nous respecter, qu'ils apprennent à nous connaître. Aujourd'hui, les jeunes, ils changent. Nous-mêmes, les mentalités, elles changent. Les jeunes d'il y a 20 ans, ce ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a tout un travail, en fait, à refaire. Et voilà, on est là, on ne bougera pas. Et voilà, on soutiendra. Et ce qu'il faut faire, on le fera, qu'ils le veuillent ou non. Et voilà, ça sera comme ça. Voilà, tout simplement. Il y a un chiffre, Bouba. Il y a juste un chiffre. Pascal, justement, j'allais te demander de répondre. Ah ouais, il y a juste un chiffre à donner. Les quartiers populaires, c'est entre 8 et 12 millions de Français. C'est entre 150 et 180 millions d'Européens. Donc il ne peut pas y avoir la République sans les quartiers populaires. Il ne peut pas y avoir une nation, il ne peut pas y avoir un pays sans les quartiers populaires. Donc il n'y aura pas de République sans les quartiers populaires. Il n'y aura pas de paix sans justice non plus. Et moi, je tiens juste à rappeler comme ce qui fait aussi pourquoi on est là, c'est que le 21 juillet, on vous appelle toutes et tous, vos petits frères, vos grandes sœurs, vos amis, vos voisins, ceux que vous rencontrez dans la rue, les associations, les politiques, les pas politiques, les blancs, les jaunes, les bleus, les noirs, les grands, les petits, etc. Le 21 juillet, Beaumont-sur-Oise pour la justice. Du coup, moi, j'aimerais faire un grand big up au centre Nelson Mandela. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui. J'y étais quand j'avais 11 ans. Donc, ils m'ont fait le calcul. Et ils ont pris en charge différentes générations. Donc, un grand big up à Soumi. Un grand big up à mon gars Brahim qui est là. Younes qui est là aussi. L'Ellipse, le quartier où j'ai grandi, CDR, tous les bails. Bon, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, Antonin, toi qui viens quelque part d'un autre milieu, qu'on appelle très clairement, souvent, le centre-ville. Voilà. Pourquoi vous êtes investi comme ça dans ce genre de combat? Justement parce que ces combats ils sont essentiels, comme le disent les gens ici. Ce qui se passe dans les quartiers, ça nous concerne toutes et tous. Parce que nous on a une analyse de la situation et des politiques qui se jouent en ce moment qui est très axée autour des quartiers populaires en tant que lieu central justement des politiques qu'on considère qu'il faut combattre et contre lesquelles il faut lutter. Si on prend par exemple l'état d'urgence en tant que système de loi et système politique qui a été mis en place d'abord dans un premier temps en Algérie et en France aussi pendant la guerre d'Algérie pour lutter contre un peuple qui se battait pour sa liberté. On s'est rendu compte que par la suite et dans l'histoire, c'est l'état d'urgence, il a été remis en place à destination des populations post-coloniales dans les quartiers populaires en 2005 pendant les révoltes. Par la suite, c'est tout l'ensemble des musulmans qui ont été touchés à travers des politiques islamophobes qui ont beaucoup concerné aussi les habitants des quartiers populaires à la suite des vagues d'attentats qui ont touché la France à travers un renouvellement de l'état d'urgence. Et aujourd'hui, on a une constitutionnalisation de l'état d'urgence qui concerne finalement toute la société et toutes les personnes, qu'elles soient du centre-ville ou qu'elles ne le soient pas. Donc on s'aperçoit que ce qui se passe dans les quartiers, les violences qui ont lieu dans les quartiers, les politiques répressives qui sont mises en place dans les quartiers, c'est des politiques qui, à terme, en fait, finissent par nous concerner toutes. Et on pense que les luttes qui se jouent aujourd'hui dans les quartiers politiques, oui, mais dans les quartiers populaires, à travers, par exemple, ce que fait le Comité pour Adama, c'est des luttes qui sont d'avant-garde et des luttes qu'il faut pouvoir soutenir parce que c'est celles qui nous permettront réellement de passer à des perspectives de lutte différentes, de viser vraiment des objectifs politiques cohérents, parce que, comme je le disais, ce qui se passe dans les quartiers, c'est ce qui risque de se passer après pour tout le reste. Donc voilà, on est derrière le comité, on est derrière tous les collectifs qui luttent dans les quartiers, et pour nous, c'est vraiment essentiel. Je vais m'adresser un petit peu à la jeunesse de Grigny. Des violences policières. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous en avez subi? Dites-moi tout. Dites-nous tout. Je regarde Ayoub, parce que je sais qu'Ayoub, il a affûté, tu vois. Sa langue, elle a affûté. Je vais les mettre dans le sujet, parce que si on est là aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là pour tous les Adama Traoré. Et Adama Traoré, tu peux être Adama Traoré, tu peux être la sœur d'Adama Traoré, tu peux être la tante ou la mère d'Adama Traoré. Il faut savoir que, pour rejoindre la première question que tu disais tout à l'heure, est-ce que les quartiers populaires font partie de la France ou hors de la France?
bien évidemment, on fait partie de la France, mais il y a une partie de la France qui est spectateur de ce qui se passe. Et quand on a Antonin et son collectif et d'autres mouvements qui nous suivent, bah, c'est pour changer tout ça. C'est qu'on ne peut pas être spectateur de ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que quand les policiers et les gendarmes viennent dans nos quartiers, bah déjà, nos frères sont déshumanisés à leurs yeux. Quand ils viennent interpeller mon frère, ils viennent charger comme s'ils allaient en zone de guerre. Quand ils viennent dans nos quartiers, ils sont cagoulés, ils sont masqués. Ça veut dire que tout de suite, le dialogue est interrompu. Tout de suite, un rapport de force est installé. Quand ils viennent dans nos quartiers, nos frères ne sont même pas considérés comme des humains. On les tutoie, on leur crache dessus, on les violente, on les viole et on les tue malheureusement. Mon frère est mort à cause de ce système. Ils n'ont pas une liste de noms en disant aujourd'hui on va les tuer Adama Traoré, demain on va les violer Gaï. On va aller violer Théo, pardon, on va aller mettre une balle dans la tête de Gaï Camara, ou on va aller tuer Aboubacar Fofana. C'est le système. Et en fait, aujourd'hui, si on est là, c'est aussi pour renverser ce système-là. C'est pour dire que tous ces frères-là, nos jeunes frères dans nos quartiers, ces jeunes garçons, ce ne sont pas des jeunes au sens péjoratif, mais ce sont des personnes qui ont le droit de vivre, ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Et tant qu'on le combat de mon frère, on le gagnera aussi quand on aura renversé ce système-là et qu'on pourra dire bah, ces jeunes garçons peuvent participer à la construction de ce monde, peuvent participer à la construction de cette France et peuvent participer surtout à la construction de leur propre vie. Parce que quand on se fait contrôler plus de 5 fois dans la journée, c'est qu'aujourd'hui, on n'a même pas de liberté sur sa propre vie, on n'a même pas de liberté de circuler librement. Et de dire que bah, tous ces jeunes hommes-là, bah, ils ont des rêves, ils ont un cœur, ils ont des bras, ils savent penser, ils savent réfléchir, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des petites amies, ils ont des rêves. Bah, quand on vient dans les quartiers, quand on vient les voir, bah, on les tue. On tue tout ça et on tue toute une famille qui va avec et on tue tout le quartier qui va avec. Et en fait, le combat, je pense que personne n'a le droit d'être spectateur de tout ça. Même les personnes qui ne viennent pas des quartiers populaires, ils n'ont pas le droit de nous regarder et qu'on se fasse tuer comme si on était des moins que rien. Et bah, tout le monde doit se lever. Quand on dit c'est la marche Adama Traoré, mais c'est une marche pour tout le monde. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, peu importe tes appartenances, c'est que aujourd'hui, bah, quand tu viens marcher pour tous les Adama Traoré, pour cette jeunesse qu'on est en train de tuer, pour cette jeunesse qu'on est en train d'exterminer, bah, tu n'as pas le droit d'être spectateur, parce qu'en étant spectateur de tout ça, bah, tu participes à tout ça. Ça veut dire que tu dois être directement concerné, parce que le temps de la peine de mort, elle est terminée, c'est fini, tout ça. Et aujourd'hui, bah, c'est important que la jeunesse, en tout cas ces jeunes hommes, puissent nous raconter ce qu'ils vivent au quotidien, puissent le dire à cette France, parce que cette France, elle nous appartient. Nos vies ne valent pas moins que celles des autres, vos vies ne valent pas moins que celles des autres. Vos vies est aussi importante que n'importe qui. Vous avez le droit de circuler, marcher et vivre, respirer, aller en vacances et sortir sans se faire tuer. Bah, de raconter votre quotidien, de dire ce qui se passe dans vos quartiers, comment vous êtes considérés face à cette police, face à ces gendarmes, et comment vous la vivez. Et c'est surtout que de l'autre côté, ces personnes-là puissent l'entendre. Aujourd'hui, on est dans les quartiers populaires, mais il faut savoir qu'avant ça, on était aussi dans les facs, on était dans les centres-villes. On leur a dit à ces gens-là, attention, vous voulez nous aider, vous dites partout, on parle de convergence, bah, levez-vous, venez. Aujourd'hui, on a le collectif d'Antonin qui est là avec tous ses amis, bah, ils sont là, il faut être dans l'action, mais c'est aussi de dire aux gens, bah, venez, ne soyez pas spectateurs de tout ça, ne laissez pas, ne regardez pas notre jeunesse se faire tuer par ce système-là. Donc, oui, racontez ce que vous vivez, racontez votre quotidien, ce que c'est le quotidien de vivre dans un quartier, parce que c'est une réalité. Je vous en prie, racontez. Les sœurs qui sont là, vous voulez raconter un peu? Non? On regarde avec moi. Moi, j'ai pas vécu directement parce que je suis une femme et que je pense que c'est plus compliqué de contrôler une femme dans un quartier que de contrôler mes petits frères et tout. Mais par contre, dans le cadre de mon travail et même dans mon quartier, j'ai vu des scènes, des dizaines et des dizaines de scènes aberrantes où des policiers rentrent dans le quartier, comme tu as dit, comme si c'était la guerre. Et à force de voir ça, on ne se rend pas compte. Et moi, ce qui m'a fait tilt un jour, c'est que j'ai une amie qui est venue me visiter, donc une amie de religion, d'origine totalement différente, qui n'avait peut-être jamais mis les pieds dans un quartier. Et quand elle est venue dans mon quartier, on a été au marché, pour ceux qui connaissent, marché de Grigny, de chez moi au marché de Grigny. Du coup, on a traversé la plaine centrale, et il y avait des policiers qui étaient armés avec la tiraille. Et elle a eu peur, en fait. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je dis, je sais pas, de quoi tu parles? Et en fait, elle était choquée de voir qu'il y avait 15 CRS qui traversaient le quartier, avec des petits qui jouaient autour d'eux, et des CRS qui étaient armés. Ah, j'ai mis tous les étés, c'est comme ça ici. Hein. Elle m'a dit, mais c'est pas normal. Elle m'a dit, c'est pas normal, Aya, que vous acceptiez que
votre ville soit en état de siège. Je lui dis, mais c'est tout le temps comme ça. Et quand elle m'a dit ça, elle a commencé à sortir son téléphone et filmer. Et moi, j'ai pas compris en fait son projet. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas normal. Et quand on sort de nos quartiers pour aller à la fac, pour aller travailler de l'autre côté du périph', on se rend compte qu'effectivement, c'est pas normal. Que quand tu vas à Paris dans un parc de quartier tranquille, il n'y a pas ce genre de choses. Il n'y a que chez nous où on a l'impression qu'on est en état de siège, qu'il y a un problème tout le temps. Des fois, il n'y a rien de spécial, hein. Juste par prévention, ils appellent ça, prévention. Ils viennent dans les quartiers avec des enfants qui jouent autour d'eux. Donc ces enfants-là, ils vont grandir avec une image où c'est normal qu'un policier soit armé toute la journée et que du coup, ils vont banaliser ça. Et même les jeunes aujourd'hui ne voient même pas d'inconvénients. J'ai travaillé avec des jeunes du 93 et j'étais sur un chantier, donc on faisait peigner un mur. Et les policiers sont passés, ils sont arrêtés et les ont insultés. Moi, j'ai pas compris, je me suis dit, vous avez fait quelque chose? Non, 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 c'est tous les jours comme ça, il y a. Les policiers s'arrêtent, les regardent. Ah, ben ça faisait longtemps, les fils de bip. Et ça, c'était normal pour eux, en fait. Et ils m'ont dit ça, c'est tout le temps comme ça, il y a. On est assis, des fois, on part en vacances une semaine, on revient, on leur a manqué, ils passent dans le quartier, ils s'arrêtent, ah, ça faisait longtemps. Les macaques. Et ça, c'est le quotidien de nos jeunes. C'est le quotidien. Et c'est pas normal, en fait. On devrait commencer par arrêter de banaliser ce genre de choses pour pas, justement, que ça accède à la violence. Donc, Pascal, tu disais que la France ne peut pas se passer de la banlieue. Dimanche, il y a la finale de la Coupe du Monde. Non, mais je veux dire, dimanche, la banlieue, c'est peut-être la banlieue qui va faire gagner la France à la Coupe du Monde. Voilà. Donc effectivement, la banlieue, c'est bien la France. Hein. Et c'est intéressant quand ça nous arrange. Je pense que son histoire, elle est intéressante, de voir des policiers armés passer comme ça et que justement sa copine soit surprise. Elle a dû se dire, mais les seuls que j'ai vus comme ça, c'est les militaires en gare, à Gare du Nord, à Saint-Lazare. Je ne pensais pas que ça existait pour de vrai. Et je pense que les gens se disent ça. Quand ils nous entendent parler, ils se disent, ces personnes-là exagèrent. Et quand ils viennent et qu'ils voient d'eux-mêmes, ils se rendent compte que finalement, on n'exagérait pas. Et il ne faut pas attendre que ça nous touche pour s'impliquer. Parce que je pense que quand c'est pour faire des grèves pour la SNCF, les gens se mobilisent. Quand c'est pour faire des grèves contre des mouvements à la fac, les gens se mobilisent. Mais quand c'est pour le meurtre, il y a moins de gens qui se mobilisent, alors qu'on ne parle pas de religion, mais qu'on parle juste d'humain. Il ne faut pas être... faut seulement être humain en fait. Il n'y a pas besoin. Je pense que la vie, c'est le commencement et que la mort, c'est censé être la fin. Et que si la mort arrive et j'en perds mes mots, arrive trop tôt, voilà, et qu'elle arrive de manière non voulue, je pense que ça devrait toucher tout le monde et que ça devrait choquer les gens et que les gens ne sont pas assez choqués. Il faut être choqué, on parle d'un meurtre et les gens ne sont pas choqués. Il faut arrêter de voir ça dans les médias et de se dire, eh ben, 2 semaines après, il se passera autre chose. Parce que malheureusement, il y aura toujours une atrocité pour venir en couvrir une autre. Voilà. Bonjour à tous. Moi, ça va être rapide. C'est juste parce qu'elle m'a fait rappeler un truc, Aya. Il y avait un jour, il y avait une copine à moi, elle habite à Lyon, elle est venue chez moi. Et genre, il y avait l'hélico qui passait, elle m'a dit, il y a quelqu'un qui s'est évadé. Après, je lui ai dit non, je sais pas, il passe. Le lendemain, pareil, elle m'a dit, mais en plus, il fait du bruit, vous avez ça tous les jours. Je lui ai dit, ouais, elle m'a dit, c'est pourquoi? Je lui ai dit, j'en sais rien, il passe. Et au début, on se disait comme pareil. Au début, on se disait, il y a quelqu'un qui s'est évadé. Et après, petit à petit, on a compris que c'était... On savait pas il servait à quoi, mais il tournait tous les jours. Après, on est allé à l'arrêt du Méridien, on a pris le DM5. Il y avait tous les fourgons. Elle m'a dit, ah, il est là, votre commissariat? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, ils font quoi ici? Je leur ai dit, je sais pas. Elle m'a dit, ils sont là tout le temps, pareil. Elle m'a dit, ils prennent pas de vacances, on a repassé la nuit. Parce qu'on était allé à Paris visiter, on est revenu de la nuit vers 23h. Ils étaient là. Elle m'a dit, bouge pas. Je lui ai dit non. Elle m'a dit, après, je me suis dit, bah ouais, en fait, s'ils sont là H24, mais au bout d'un moment, que des jeunes ils cherchent ou pas, c'est sûr, au bout d'un moment, les CRS ils vont agir. Et au bout d'un moment, il y a des dégâts. S'ils sont là H24, au bout d'un moment, ça dérape. Donc voilà.
bonjour à tous. Moi aussi, ça va être rapide. Moi aussi, j'ai subi ce scénario-là. On m'a frappé, des personnes de la police m'ont frappé parce qu'ils m'ont insulté, j'ai répondu, je suis tombé dans leur jeu. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est en se mobilisant, c'est en se réunissant, c'est en luttant contre cela qu'on va avancer. Pour être honnête avec vous, avant, je regardais des vidéos sur Facebook de l'affaire Adama, par exemple. Je partageais sans plus, sans m'en rendre compte vraiment c'était quoi l'importance, c'était quoi l'impact de cette affaire. Et plus on avance dans cette histoire, plus il y a des quartiers, plus il y a des jeunes qui meurent. Je pense encore à la dernière histoire du jeune qui s'est fait tuer dans sa voiture. Un jeune de 22 ans, si je m'en souviens bien. Et j'en tremble un peu, hein, j'en tremble, excusez-moi, c'est aussi du stress. Et ce que je voulais dire, c'est que il faut se mobiliser, il faut penser aux familles derrière. Il y a tous une mère derrière. La mère, elle dort pas, elle s'arrache les cheveux, elle pleure. Il y a les frères et sœurs, il y a la famille, il y a les proches. C'est ça ce que je veux dire. Et c'est en se mobilisant, comme je me répète encore, hein, j'aimerais vraiment faire avancer les choses. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, etc. Et c'est pour ça que je veux faire avancer les choses. L'affaire Adama, ça nous concerne tous. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon ami, ça aurait pu être tout le monde. Demain, je peux me lever et apprendre que mon ami est mort, voyez-vous. Et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne chose de lutter contre cela. Merci. Je vais moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Il ne faut pas oublier que quand un jeune y meurt, tué par les mains de la police ou de la gendarmerie, c'est toute une famille qui est affectée. Mais parfois, comme ça a été le cas il y a quelques années à Grigny, les proies les plus prisées, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Qui se rappelle ici, c'était à l'ellipse, qui se rappelle ici des mamans frappées, frappées, traînées, une maman enceinte s'il vous plaît. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On ne doit pas accepter ça. Normalement, mon cœur il est déchiré quand je pense à cette histoire. Une maman enceinte traînée sur 5 mètres. Voilà, c'était ici à l'ellipse. Est-ce que c'est normal ça? Donc ok, les jeunes noirs, arabes, blancs aussi, parce qu'il y a des blancs aussi. Il ne faut pas oublier le frère Rémi Fraisse. Ils sont prisés par ces chasseurs et encore. C'est un titre trop honorifique pour ces meurtriers. Mais n'oublions pas nos sœurs, n'oublions pas nos mères qui elles aussi subissent les violences policières et qui, comme j'ai dit au tout début quand j'ai pris la parole, sont les premières à être devant, en première ligne. On devrait s'inspirer de ces femmes et les seconder et les soutenir et même les dépasser pour qu'on puisse mettre fin à cette injustice. Et Che Guevara, il dit une chose, c'est que si tu t'insurges quand tu vois de l'injustice, tu seras mon camarade. Moi, la famille Traoré, je serai votre camarade, votre partenaire, votre frère d'armes jusqu'à la mort. Je fais suite un peu à ce que nos ancêtres ils ont fait, hein. Je vais expliquer un peu. Dans l'Empire mandingue, il y avait un pacte qui a été passé entre plusieurs clans nobles guerriers, dont le clan Traoré et le clan Djara. Et ces deux clans se doivent assistance, protection, plus même que les membres de leur propre famille. Donc moi, faire ce film, c'est tout à fait normal. Voilà, tout simplement. J'ai dit, il y a des vraies références. Bon, ben ouais. Elle nous a parlé, là. Là, on est chaud, là. C'est vrai, l'histoire, elle est Djara, elle est Traoré, c'est... Et pour finir, parce qu'il faut que nous terminions avant que ça fasse son appel, je rappelle quand même qu'on est le 14 juillet. Et le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. Mais c'était aussi une prison remplie de prisonniers. Et qui ont permis la révolution. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est pas le meilleur moment de demander la libération de prisonniers politiques, tels que tes frères, aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Mais je ne vais pas te demander d'y répondre, parce que je sais que tu vas y répondre. Mais quoi qu'il en soit, on va finir avec cet appel, aujourd'hui. Donc encore merci. Merci pour ce débat. On vous attend tous le 21 juillet à Beaumont-sur-Oise. Et comme j'ai dit, c'est une marche pour tous les Adama Traoré. C'est une marche pour tout le monde. Vous avez parlé des femmes. La femme a un rôle important. Et aujourd'hui, notre rôle, et on va continuer notre rôle, c'est de visibiliser ces garçons, leur donner la parole, leur donner une place dans cette société-là. Dans le temps de l'esclavage, on va remonter très loin, c'est que la femme, on la gardait à la maison. L'homme nuisait, on le faisait déplacer, on le tuait plus facilement. Aujourd'hui, on continue dans ça. Nos frères, ces jeunes garçons, ces jeunes hommes, nuisent à la société. On va les tuer plus facilement. Aujourd'hui, et la femme, nous qui avons la parole, nous qui sommes encore là, debout, on va leur donner la parole, on va les aider, on va les humaniser, on va leur donner
un sens, on va leur dire à cette société, ils existent, ils ont un cœur, ils savent respirer, on va leur donner la parole et ils vont se défendre, ils vont pouvoir parler aussi. On les a trop mis de côté pour moi, on les a trop effacés depuis toujours. C'est pour ça que nous sommes devant, mais on va aussi leur donner la parole pour qu'ils prennent la parole. Et bien évidemment, pour la libération de mes frères, de tous ces jeunes garçons-là, parce que comme j'ai dit, le 21 juillet, j'espère que vous serez très nombreux. On va marcher, je vais monter sur camion avec des copains de mon frère, avec mes grands frères, mais il n'y aura aucun de mes petits frères. Ils vont suivre le combat de la prison, où ils sont très actifs, parce que ce sont des prisonniers politiques et qui continuent à se battre pour justice et vérité pour Adama. On vous donne rendez-vous tous le samedi prochain à 14h à Beaumont-sur-Oise pour la grande marche, pour la marche Adama, où on va arriver jusqu'au quartier de Boenval, où les familles de victimes vont aussi prendre la parole. Il y aura un documentaire, le documentaire réalisé avec la Rumeur Film, qui va prendre le combat du début jusqu'à la marche 2017. C'est un documentaire qui va se faire en plusieurs volets sur chaque marche. L'année prochaine, la marche, le documentaire, ça sera sur la marche de 2017 à 2018 et sur tous les quartiers qu'on a parcourus, vous serez dans le prochain documentaire. Et ensuite, il y aura un concert que nous préparons avec Youssoufa, aussi pour faire plaisir à la jeunesse, cette jeunesse qui nous suit, cette jeunesse aussi qui a envie de voir certains artistes, et c'est difficile pour certains parents d'aller les voir. C'est aussi apporter ça aussi dans la marche Adama et remercier le combat local qui est porté. Donc on remercie Grigny et on vous attend tous le 21 juillet. Il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit les plus forts, il faut qu'on montre notre force, il faut que les quartiers soient là parce que les premiers touchés, ce sont nous qui sommes tués. Et il faut qu'on soit devant et qu'on dise non à tous ces meurtres et que nos vies valent bien d'être vécues. Ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Rendez-vous le 21 juillet à Beaumont-sur-Oise à 14h sur la marche Adama et pour tous les Adama Traoré. Et on aura aussi, on va aussi marcher pour toutes les victimes, mais aussi pour Aboubacar Fofana qui s'est fait tuer, ce dernier en date, l'avant-dernier même, parce qu'il y a un monsieur qui s'est fait tuer aussi, on n'en parle pas beaucoup, qui s'est fait tuer vers Soissons par les gendarmes. Donc voilà aussi, donc pour eux tous, on va marcher. Donc voilà, merci Bouba, merci à vous tous, merci pour tout ce moment, merci pour toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui. Et comme je le dis souvent, le combat d'Adama, quand on va le gagner, ça ne sera pas la famille Traoré qui va gagner ce combat, ça sera nous tous, ça sera vous tous. Toutes les personnes qui ont participé au combat de mon frère, de loin ou de près, toutes les personnes qui sont déplacées aujourd'hui et qui sont là, dans 10 ans, dans 20 ans, vous pourrez dire que vous avez participé à l'histoire d'Adama Traoré, vous pourrez dire que vous avez participé à un combat qui nous a menés jusque-là. Donc vous êtes rentrés dans l'histoire, on fait partie de l'histoire. Merci à tous d'être venus. Merci.